Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette première émission La Soquette Légère, une émission un petit peu particulière, une nouvelle manière de parler encore et toujours de vélo. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission et avant toute chose, accueillons notre consultant du soir, journaliste au sein de Vélo Magazine, Nicolas Pertuis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Brice, merci à vous de m'accueillir. Merci beaucoup d'être présent pour cette première émission. Au programme, on va évoquer les perspectives des coureurs français suite à leur début de saison 2020. On va évoquer tout d'abord Benoît Cosnefroy et son équipe AG2R La Mondiale. On évoquera également une autre équipe qui a bien fonctionné ces 2 premiers mois de la saison, le team Arkea Samsic. Et enfin, comment ne pas évoquer Thibaut Pinot et ses performances. J'espère que vous êtes prêts, on y va. La Soquette Légère. Nicolas, pour débuter, première partie, Benoît Cosnefroy et son équipe AG2R La Mondiale. Benoît Cosnefroy qui a gagné le Grand Prix La Marseillaise et l'Étoile de Bessèges en début de saison, de belle manière si on s'en rappelle. Une question très simple pour débuter, est-ce que Benoît Cosnefroy, du haut de ses 24 ans, peut briller, voire même remporter une première classique en 2020 ? Alors, je vais répondre un peu à l'envers, je vais répondre un peu comme lors d'un conseil de classe à l'école, où on dit oui, c'est un élève sérieux, courageux, oui, mais on sent qu'il y a certaines limites, donc non. Ben, je vais faire l'inverse pour Benoît Cosnefroy. Je vais dire au début non, parce qu'on pourrait se dire qu'effectivement, c'est sa 3e année professionnelle, qu'il a peu de références sur les grandes classiques. Sa meilleure place, c'est une 12e place sur la Flèche Wallonne. L'année dernière, oui. Il a quelques références sur des semi-classiques au Canada, une 10e place et puis une 7e place sur la Bretagne classique. Donc on pourrait se dire dans un premier temps, non, c'est un peu trop léger. Oui, mais je pense que le garçon a d'autres qualités que d'avoir un palmarès. Il n'a pas besoin d'avoir un certain nombre d'accessites pour espérer gagner une grande course, parce que pour moi aujourd'hui, il a le volume d'entraînement pour le faire. Il a les qualités physiques pour s'imposer sur une Amstel, par exemple. Peut-être plus compliqué sur un Liège, mais on en reviendra après. Et puis il a le mental pour ça, surtout. Donc j'ai envie de dire oui. Dès cette année, pour moi, je pense que si les choses se goupillent bien sur une Amstel Gold Race, et uniquement sur une Amstel Gold Race, il peut remporter cette épreuve. Amstel, Gold Race, Liège-Bastogne-Liège, non ? C'est ce que tu évoques ? Alors, Liège-Bastogne-Liège, je pense la vraie question, c'est est-il assez grimpeur pour gagner un Liège-Bastogne-Liège ? Je pense que oui, mais pas encore pour cette année. Peut-être dans 1 an ou 2. On l'a vu, il a gagné le Tour du Limousin. C'est un coureur qui passe correctement les côtes entre 5 et 10 minutes. C'est pas un grimpeur, attention. Hein. C'est pas un grimpeur. Pour moi, il ne gagnera jamais un grand tour. Et puis, de toute façon, il ne veut pas se mettre en grimpeur pour l'instant. On peut dire que c'est un puncher ou pas ? Ah, c'est un pur puncher. C'est un pur puncher. C'est un pur puncher. C'est un puncher à la Philippe Gilbert. Donc la flèche. C'est pas un puncher à la Julien Alaphilippe, c'est un puncher à la Philippe Gilbert. Le type de côte où là il excelle, c'est les côtes à 5-6% avec un effort gros plateau. Par exemple, le Cauberg, c'est la côte idéale pour Benoît Cosnefroy. D'accord. Et Flèche Wallonne, trop compliqué pour lui, alors qu'on sait qu'il a fait une très belle 12e place l'année dernière. C'est pas que c'est trop compliqué pour lui, je pense qu'il a aujourd'hui des adversaires qui sont plus forts que lui dans ce type d'arrivée. Je pense à Julien Alaphilippe, forcément. Valverde peut-être un peu moins, on sent qu'il est moins bien, mais il y a quand même un écart de poids entre un Julien Alaphilippe et un Benoît Cosnefroy. On est à peu près à 6 kg d'écart. Oui. Sur un mur de 8, c'est 6 kg qui jouent énormément. Donc peut-être dans le futur, mais s'il gagne une classique, je le répète, cette année, pour moi, ça sera l'Amstel. On parle des classiques ardennaises. Qu'en est-il des Flandriennes qui arrivent plutôt dans le calendrier par rapport à après, c'est un choix. Je sais que cette année, il voulait faire Milan-San Remo. Son équipe n'a pas voulu qu'il le fasse. D'accord. Ça, je trouve que c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? C'est intéressant, ça. Parce que le Poggio... lui convient parfaitement. Lui convient parfaitement. Okay. On revient c'est un peu plus facile que le Cauberg. Mais je trouve ça dommage de ne pas lui faire cette course cette année. Mais il y a un staff qui est là, il y a une équipe pro qui gère sa carrière. Lui voulait le faire, en tout cas, il ne peut pas le faire cette année. Et je trouve que c'est dommage en termes d'expérience. Après, les Flandriennes, pourquoi pas ? Mais parce que là où excelle, je le répète, Benoît Cosnefroy, c'est sur les efforts entre 2 et 5 minutes. Oui. Les efforts PMA, les efforts lactiques. Donc effectivement, les murs flandriens, vu son poids... ça pourrait passer, mais en termes de placement, il se débrouille très bien, très intelligent dans tout ce qui est tactique. Et puis mentalement, il a la faculté et l'intelligence
de savoir où se placer et quand. Alors après, on parle toujours des Flandriennes, il faut l'expérience. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, je trouve, avec certains coureurs. Oui. Mais pourquoi pas un jour? Mais ça veut dire un décalage au niveau de l'entraînement, des pics de forme. Donc ça, c'est un choix à faire. Tu évoquais son équipe AG2R La Mondiale qui a refusé qu'il aille à Milan-San Remo. Stéphane Goubert dit de Benoît Cosnefroy qu'il a l'âme d'un leader et qu'il sait faire vivre un groupe. Donc ça, c'est quand même intéressant pour lui dans l'objectif des classiques et d'aller emmener une équipe derrière lui pour le mener à bien cette soif de victoire. Quand on gagne des courses, c'est toujours plus facile de rallier du monde derrière. Ouais. Et là où Benoît Cosnefroy a été très intelligent, c'est qu'il a été champion du monde espoir. Oui, en 2017. L'année suivante, en 2018, il ne gagne pas de course. Ouais. Et il demande à son équipe de lui faire des classes 1 en 2019 pour retrouver ce peps de la victoire. Le dream de la victoire, parce que finalement, en une saison, il l'avait un peu zappé, et là, il fallait qu'il revive ça, et puis il faut gagner déjà dans les courses de deuxième division pour espérer gagner dans les plus belles. Donc il a demandé ça, et ça a fonctionné l'année dernière. Il a gagné des belles courses, de belle manière, et puis ensuite, il a vraiment, on l'a senti en fin de saison, pouvoir jouer sur les grandes courses. Mais la genèse de Benoît Cosnefroy sur les classiques, c'est la Bretagne classique, en fait. D'accord. 2018. Il comprend qu'il peut être un coureur de classique parce qu'il arrive dans le premier groupe. Et là, il se dit, tiens, ce jour-là, finalement, je pense que j'ai le volume et les qualités pour briller sur cette classique. Et l'année dernière, toujours sur cette même course, on est au pied de Timarac et il contre Van Avermaet. Et finalement, ça ne se passe pas si bien pour lui dans la finalité de course. Mais en tout cas, il a contré un des meilleurs coureurs au monde. Et là, psychologiquement, il sait qu'il peut gagner une course d'un jour. C'est important pour lui. La Bretagne classique, psychologiquement, c'est sa genèse pour les classiques. C'est très intéressant. D'accord. Dernière question concernant Benoît Cosnefroy. Il a remporté l'année dernière le Limousin, cette année l'Étoile de Bessèges, donc des courses par étapes. Est-ce que pour ce coureur, et même pour d'autres, est-ce que le fait de gagner des courses par étapes, ça forge et ça prépare pour correctement gagner des grandes classiques type Amstel? Je ne pense pas. Pas de lien? Je ne pense pas. Au contraire, c'est dangereux. D'ailleurs, on voit Julien Alaphilippe cette année qui s'écarte complètement des courses, des classements généraux des courses qu'il est en train de faire. On l'a vu sur le début de saison, contrairement à l'année dernière. Ouais. Parce qu'on y laisse du jus, on y laisse du mental, on y laisse pas de la force mentale, mais c'est de la fatigue mentale. Ouais. Parce que quand on joue en général, forcément, on a de la pression. Et puis pour moi, Benoît Cosnefroy, sur les courses à étapes, ça sera un chasseur d'étapes. Alors, je pense au Tour de France, les grands tours. C'est un coureur qui un jour va aller claquer une étape sur le Tour de France, la Vuelta, le Giro. C'est quelque chose qu'il pourra faire parce qu'il a les qualités pour ça. C'est pour ça que c'est dangereux pour lui de se muer en coureur de course à étapes. Alors, il peut le faire sur des courses qui sont dans ses qualités physiques. Qui sont à sa portée, oui. Voilà. Le Tour de Limousin, c'est difficile. Mais ce sont des côtes difficiles, mais pas très longues non plus. On n'est pas sur des efforts plus de 7-8 minutes. Ça s'enchaîne. Et ça convient très bien à un puncher comme lui, mais pas un grimpeur. Merci beaucoup pour ces précisions sur Benoît Cosnefroy. On va suivre avec attention ses performances dans les classiques du coup ardennaises. Il va faire les trois, Liège, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège à son programme en 2020. La soquette légère. On va quitter Benoît Cosnefroy et l'équipe AG2R La Mondiale et on va retrouver une autre équipe française bretonne qui cartonne depuis le début de cette saison. Vous l'avez compris, on va évoquer le team Arkea Samsic. C'est le deuxième point de notre émission La Soquette Légère. Très en vue, Nicolas, l'équipe Arkea Samsic, 4 victoires d'étape déjà, dont 2 classements généraux. Ce sont les recrues hivernales, Nairo Quintana et Nasser Boigny. On va revenir sur Nairo Quintana un petit peu plus tard dans l'émission, mais quel retour gagnant de Nasser Boigny? Oui, c'est vrai que moi cet hiver, je me posais la question de savoir comment il allait réussir à rebondir parce que je pensais que l'année passée, même s'il était très seul dans son équipe, je pensais qu'il allait quand même gagner des courses parce qu'il savait que c'était la fin de saison, enfin la dernière saison dans cette équipe et qu'il allait se projeter vers une autre, un troisième, j'ai envie de dire, un troisième partie de carrière, parce qu'il y a FDJ, Cofidis. Mais finalement, l'année passée, il a complètement sombré, quoi. C'était un zéro pointé. Oui, c'est ça, c'est la première fois dans sa carrière, et c'est compliqué pour un sprinter de rebondir. Et je crois qu'il a fait un reset total. Il a aussi changé de région, il est parti l'année passée dans le sud de la France. Il a changé d'entraîneur. Il était avec Jacques Descrions, maintenant il est avec Kevin Rinaldi, qui est l'entraîneur de l'équipe Arkea Samsic. Donc il a changé beaucoup de choses, même si ça reste au niveau de l'entraînement très, très semblable à ce qu'il faisait avec Jacques Descrions.
Mais en tout cas, moi je pense ce qui a vraiment stimulé ce retour, c'est l'arrivée de Dan Maclay, Oui, qui a été pour moi surprenant parce que quand j'ai vu Dan Maclay, poisson pilote de Nasser Bouni, je me suis dit Emmanuel Hubert, là, sur ce coup-là, il était super fort parce que convaincre Dan Maclay qui est quand même un bon sprinter, qui a gagné des courses l'année passée, il en a eu 2 de mémoire. Je me suis dit, tiens, là, il y avait un projet derrière. Et puis finalement, j'ai appris que Dan Maclay, son contrat n'était pas renouvelé dans chez l'équipe IF à Education Waters. First, ouais. Et que Dan Maclay, qui avait déjà été dans cette équipe, 2 ans auparavant. Ouais. voilà, on lui a proposé ce deal de venir pour travailler pour Nasser, ce qu'il a accepté, ce qu'il fait de manière extraordinaire jusqu'à maintenant. On l'a vu sur le Saudi Tour, quand il dépose Nasser à 200 mètres de la ligne. Un travail qu'il conjugue avec Connor Swift, un autre Britannique. Donc la crème, ça a bien pris. Et puis Nasser, derrière, il est quand même emmené par un sprinter de petite renommée. Donc je pense que lui, derrière, ça le met en confiance. Et puis Nasser, en confiance, on voit ce que ça donne. Il retrouve son jump et puis la gagne. Ouais. Grinta, quoi. Et c'est intéressant de mentionner les poissons pilotes, donc Connor Swift, Dan Maclay, qui a gagné une étape au moins chaque saison depuis 2015, et sur le Tour de la Provence avec Bram Velten, le jeune Hollandais, un train qui pour le moment marche à la perfection. On va dire que le travail hivernal a été salvateur. Oui, et puis il y a une autre chose qu'il faut noter pour Nasser, c'est le rôle de Laurent Pichon, qui était avec Nasser à la FDJ, qui est son copain de chambre depuis le début de saison, enfin pas tout le temps, mais en tout cas ça marche très bien entre eux. Et puis Laurent Pichon, c'est aussi quelqu'un qui va rentrer dans le travail pour le sprint, c'est quelqu'un qui va très vite. Donc il y a plein de petites choses qui font que je pense que ça a pris, et puis que Nasser a retrouvé en La tout vista, cas, quoi. Ouais, la vista, mais c'est au-delà de ça, parce qu'on peut avoir la vista, mais il faut aussi gagner derrière. Donc il faut le mental, il faut le physique, il faut l'équipe autour. C'est vraiment plein de choses qui viennent s'ajouter une par une. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Et puis on sent que là, je ne vois pas trop ce qui peut l'arrêter, Nasser. Parce que là, quand il est parti, on sait en plus qu'il maîtrise bien quand même tout ce qui est préparation physique. On sait que c'est quelqu'un qui garde un niveau de performance assez constant tout le temps. Tout au long de la saison, ouais. Donc moi, je suis assez optimiste pour Paris-Nice. Justement, non, Tirreno. Parce qu'il fait les courses italiennes. Oui. Tirreno, si effectivement Tirreno Adriatico est maintenu avec le virus actuellement. Juste avant d'enchaîner sur Nairo Quintana et Warren Barguil, est-ce que Nasser Boigny, on peut le retrouver sur le Tour de France? Est-ce que l'équipe Arkea Samsic va pouvoir aligner et une équipe compétitive pour le général et pour les sprints? On sait que la Groupama FDJ, depuis 2 ans, et c'est encore le cas cette année, a fait complètement la séparation. Tout pour Thibaut Pinot, et Arnaud Démare se partage les autres grands tours. Je pense que aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire oui pour Nasser. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les courses juste avant le Tour de France? À quel niveau sera Nairo Quintana? Peut-être qu'il ne sera pas du tout au niveau actuel, en tout cas par rapport aux autres meilleurs grimpeurs et autres prétendants à la victoire au classement général sur le Tour. À quel niveau sera Warren Barguil? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Et puis, est-ce qu'une équipe comme Arkea Samsic, qui est invitée, n'oublions pas, qui est invité, peut se priver d'un Nasser Boigny top forme qui peut gagner une étape au sprint sur un grand tour? Il l'a déjà fait, ne l'oublions pas. Ouais. C'est le coureur français, je pense, qui a gagné le plus d'étapes sur des grands tours aujourd'hui en activité. C'est même une certitude. Donc, si Nasser est dans top forme, on sait que c'est quelqu'un qui peut se débrouiller relativement seul, avec un Dan Maclay, et puis un Connor Swift, qui pourrait aussi rouler pour les grimpeurs dans la plaine. dans la plaine, ouais. Pourquoi pas, franchement. Ok. Franchement, ça laisserait... Oui, franchement, je pense que oui. La soquette légère. Très bien. Par rapport à Nasser Boigny, Nicolas, tu as évoqué Nairo Quintana et Warren Barguil précédemment. C'est le point suivant concernant notre focus sur l'équipe Arkea Samsic. Nairo Quintana qui est juste complètement impressionnant en ce début de saison. On le rappelle, victoire au Tour de la Provence et victoire sur le Tour du Var Alpes-Maritimes, en empochant à chaque fois une étape. Des montées astronomiques, on pense celle du Chalet Reynard, où il a fait péter les watts, comme on dit, et tous ses adversaires dans le même temps. Sur cette équipe et la bataille, entre guillemets, du leadership, entre Warren Barguil et Nairo Quintana, est-ce que cette bataille, encore une fois je le précise entre guillemets, n'a pas déjà tourné en faveur du Colombien? Alors, dans un premier temps, c'est vrai que sans chercher d'éléments, on peut se dire ça. C'est-à-dire qu'on se dit Warren Barguil, il est on l'a vu,
devenus coéquipiers dans un premier temps même pour Nasser Bouhanni, et puis dans un deuxième temps pour Quintana sur le Ventoux. Sauf qu'en allant chercher des éléments, on se rend compte que Warren Barguil n'est pas du tout dans la même logique d'approche que Quintana. Warren Barguil a besoin de course pour arriver à un bon niveau. Que Quintana n'a pas besoin de ça, donc il est tout de suite à un niveau très élevé. Alors c'est vrai que son niveau est très élevé sur ce début de saison. Très élevé. Hein. Puis Warren Barguil, il est normalement, on devrait le voir à un bon niveau sur Paris-Nice, mais on sait que le début de saison, c'est jamais simple pour lui. Que Quintana a fait 2 de Paris-Nice l'année dernière, n'oublions pas. Donc je pense que sur Paris-Nice, ce sera Quintana en leader. Je le pense. Il n'y aura pas de la question. Par contre, c'est les classiques ardennaises. L'équipe Arkea Samsic est invitée sur les 3 classiques cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On connaît l'attachement de Warren pour ces classiques. Il était frustré, hein, pas de Flèche Wallonne l'année dernière. C'est une classique où il sait qu'il peut performer. Il a déjà fait un top 10 sur la Flèche Wallonne. Et là, je pense que ça va s'inverser. Je pense que Warren va arriver plutôt en forme après le Tour de Catalogne. Et là, on pourrait avoir un Quintana peut-être un peu moins bien et les rôles s'inverser. En tout cas, je le pense et je l'espère sincèrement pour le champion de France qui, depuis maintenant 2 saisons, cherche à trouver des pics de forme. On l'a vu très bien au mois de juin sur le championnat de France. On l'a vu sur un niveau correct sur le Tour de France, mais pas à son niveau de 2017. Hein. Donc, en tout cas, j'espère que les rôles vont s'inverser. C'est un peu prématuré de dire aujourd'hui qu'il est déjà numéro 2 de l'équipe Arkea Samsic. Voire numéro 3 peut-être, je ne sais pas. Non, il faut laisser le temps, il faut voir après les classiques. Je pense que franchement, après les classiques ardennaises, on pourra vraiment tirer un premier bilan. Et c'est super intéressant pour terminer sur Nairo Quintana et Warren Barguil, d'évoquer leur programme. Parce que quand on regarde, ils ont quasiment toute la saison en commun jusqu'au Tour de France. Ils vont faire Paris-Nice, ils vont faire le Tour de Catalogne donc les 3 classiques ardennaises, l'Amstel, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, jusqu'au Tour de France. Donc ils vont être un petit peu, ils vont se rouler dessus, ils vont être ensemble toute la saison, en tout cas jusqu'au mois de juillet. Ouais, pour terminer, ces 2 coureurs on les considère comme des grimpeurs, mais la grande différence entre les deux, c'est que Warren est plus puncher que Nairo. C'est pour ça que sur les classiques, il aura peut-être plus son mot à dire s'il est à son meilleur niveau. Par contre, Nairo est meilleur sur les contre-la-montre que Warren, ou Arancel contre-la-montre, même s'il le travaille énormément. Depuis 2 ans, il essaye de mettre des choses en place avec son entraîneur. Il a encore changé de position cet hiver. Il cherche vraiment à s'améliorer dans ce domaine. Mais pour l'instant, Nairo reste meilleur dans ce domaine-là, même si ce n'est pas le meilleur des coureurs de grand tour sur les chronos. Et il reste peut-être encore meilleur sur les montées de col. Reste à Quintana, sur les grands tours, à retrouver la constance qui était la sienne dans les années 2012, 2013, 2014. La soquette légère. On va refermer la parenthèse, ou en tous les cas le focus sur le team Arkea Samsic pour entrer déjà, le temps passe, dans la dernière partie de cette émission, la soquette légère, en passant la première, je le répète. En approchant la fin de l'émission, 3e partie, Nicolas, on va évoquer Thibaut Pinot. Comment ne pas passer à côté du début de saison de Thibaut Pinot? Ses courses de rentrée, le Tour de la Provence, où il finit à une 7e place, et le Tour du Var et des Alpes-Maritimes, où il finit à une 6e place. Alors, Nicolas, juste une question par rapport à ses performances. Est-ce que c'est un retour de bâton lié à son stage en altitude du mois de janvier, ou bien c'est un coureur en pleine progression? Je vais plutôt opter pour la deuxième option. À moins qu'il couvre encore une maladie, comme ça a été le cas l'année dernière. Il est tombé malade au moment des boucles Drôme-Ardèche. Au retour du stage en altitude. Voilà. Ce qui avait occasionné d'ailleurs de sa part le fait de ne pas vouloir refaire de stage avant le Tour de France, en altitude en tout cas. Il faut se poser la question différemment, je pense. Il faut partir du fait, et la similitude, c'est fin 2016, où il s'arrête après le Tour de France, malade, et il ne court pas jusqu'au début de saison suivante. On se souvient que, donc début 2017, ce qui est l'équivalent d'aujourd'hui finalement, il avait débuté par Tour de Valence, il n'était pas bien, et ensuite il avait gagné une étape à la Ruta del Sol devant Contador. Donc on est un peu dans le même cas de figure. On va voir sur Paris-Nice à quel niveau il est. Sauf que, pour comparer les deux années, sauf que ce coup-ci, il y a eu 3 mois d'inactivité complète pour Thibaut, due à sa déchirure musculaire au niveau du quadriceps. Donc, plus d'inactivité qu'il y a 3 ans. Et puis, il vieillit. Il y a 3 ans de plus. Il a 30 ans, ouais. C'est plus long à remettre en route. Je ne suis pas inquiet. Franchement, je ne suis pas inquiet sur... mais ça met un peu plus de temps
qu'on pouvait l'imaginer et que lui pouvait l'imaginer parce que sa déception est énorme. C'est un compétiteur. On l'a senti très touché après le Tour de la Provence et le Tour du Var. C'est Thibaut Pinot, c'est un compétiteur, il vient sur une course pour gagner, il ne fait pas de course pour s'entraîner. Hein. Il le dit, il le répète assez souvent, donc c'est normal qu'il soit déçu. C'est normal et c'est même sain qu'il soit déçu. Mais je ne suis pas inquiet pour ce qui va venir après. C'est très intéressant parce que tes propos vont complètement dans le sens de Philippe Mauduit qu'on a joint, qui se disait très optimiste et que tous les feux étaient au vert à la suite du stage à Tenerife sur le mont Teide au mois de janvier, et Sébastien Joly également, qui confirmait que la rentrée était moins tonitruante que la saison passée, mais que Thibaut Pinot allait progresser et progressivement atteindre un pic de forme satisfaisant pour Paris-Nice. Pour toi, Paris-Nice, ce sera vraiment le premier juge de paix de sa saison? Ouais, alors Paris-Nice, c'est toujours compliqué, parce qu'on sait que les premiers jours, il y a toujours des bordures. C'est un bon moyen de travail. Ouais, mais on n'est plus dans le travail, là, on est dans les objectifs sur Paris-Nice. Donc... Mais d'ailleurs, est-ce qu'il ne vient pas sur Paris-Nice, à défaut de Tirreno Adriatico, pour retrouver effectivement ces conditions-là? Peut-être, mais moi je pense qu'il vient pour faire une place au général avant tout. Ouais. Donc oui, il y a la Catalogne qui va suivre derrière, mais on sait que la Catalogne pour lui c'est très important. Mais Paris-Nice, j'ai toujours du mal à l'imaginer vainqueur d'un Paris-Nice, c'est pas assez montagneux pour lui. Enfin, ce Paris-Nice-là, peut-être, mais j'ai toujours eu du mal à l'imaginer dans ce registre-là, même si Paris-Nice, on a un temps souvent exécrable, ça va plutôt bien pour lui, ça lui convient bien. Moi, je l'attends plus sur le Catalogne, Thibaut Pinot, plus que sur Paris-Nice. Mais encore une fois, je suis optimiste parce que pour avoir parlé avec Julien, son frère, et là, on peut critiquer les capteurs de puissance, mais là, c'est intéressant parce qu'ils ont des données de puissance de Thibaut sur le début de saison, et finalement, il n'est pas si loin de ça. C'est pratiquement même les mêmes niveaux de puissance que son début de saison au Tour de Provence l'année dernière. Donc là, psychologiquement, c'est important ces capteurs de puissance. Ça permet de pas trop cogiter. D'ailleurs, Julien disait heureusement qu'on les a, et heureusement que lui il les voit, parce que ça, c'est vraiment du doute en moins, quoi. Et Nicolas, une progression attendue de Thibaut Pinot a corrélé aussi avec la progression de Gaudu sur l'UAE Tour, David Gaudu actuellement. Oui, c'est vrai que sur le Ventoux, Thibaut et David avaient pris presque 2,30 de mémoire sur Quintana. Par exemple, Lutsenko, lui, n'avait pris qu'une minute. Et on a vu David Gaudu au niveau de Lutsenko sur le Tour, sur une montée à peu près similaire en termes de temps. Donc on peut qu'être optimiste sur ce qui va arriver dans les jours qui viennent, la progression pour Thibaut Pinot. Effectivement. Que le duo se reforme et fasse tout péter en montagne. On l'espère. On l'espère. Merci beaucoup, Nicolas, d'être passé par nos studios et d'être notre premier consultant pour cette émission La Soquette Légère. C'est toujours un bonheur d'écouter les infos et les précisions. Ton regard est toujours très important et intéressant. Un grand merci également à Valentine et à Arnaud, sans qui la réalisation de cette émission n'aurait jamais vu le jour. Chers auditeurs et auditrices en vidéo désormais de La Soquette Légère, on se retrouve très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, vous le savez, prenez soin de vous. À très vite.